Et le BTC qui se retrouve déjà dans de belles zones pour ouvrir des shorts. On va en parler durant cette vidéo bien entendu. Et également, je vais apporter quelque chose de supplémentaire. J'ai lu dans les commentaires récemment quelqu'un qui avait dit j'ai ouvert mon short et suite à ta vidéo, je l'ai clôturé et j'attends pour ouvrir un short un peu plus loin. Par après, quelques heures après, il y a eu des bougies rouges et des vertes, peu importe, il y a eu du mouvement sur le cours. Et direct après, il dit j'aurais pas dû clôturer mon short, j'aurais dû le maintenir et des choses comme ça. Je vais en parler des personnes qui malheureusement n'ont pas, alors c'est une erreur en fait de néophyte, de débutant, en tout cas de quelqu'un qui commence, n'ont pas en fait une réelle direction dans leur trade, et c'est-à-dire également une certaine conviction par le trade qui a été pris, et du coup, à mon avis, également un risk management qui n'est pas forcément bien tenu. On va en parler durant cette vidéo, donc du coup, du risk management, également du fait de changer de trade, alors qu'en fait, un trade ouvert devrait être un trade jamais clôturé, juste parce que on a entendu quelqu'un dire une telle chose, ou une autre personne dire une autre telle chose. Non, attention, un trade, s'il est bien construit, il n'y a pas de raison de le clôturer. Je vais bien entendu en parler durant cette vidéo. Également aux investisseurs, je vais essayer de penser à vous en fin de vidéo, mais les investisseurs, je suis désolé, mais c'est tellement facile de mettre un plan d'investissement que j'en parle en fin de vidéo et non pas en début, parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose de basique. Malgré tout, ça va être abordé parce que je suis bien entendu également conscient qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore cette base et qui doivent l'apprendre. On va voir durant cette vidéo bien entendu ceci. Je rappelle pour les tout nouveaux sur la chaîne, c'est-à-dire ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont jamais vu une de mes vidéos, on est donc sur le BTC, vous voyez ici le cours du BTC, bien entendu, et on se retrouve sur un plan bear. Ce plan bear est indiqué, alors je vais sur un graphique avec moins de choses à l'écran, ce plan bear est indiqué ici, comme vous voyez, en jaune, donc A, rebond de B et de C. On a tout vu, entre guillemets, à l'avance, donc c'est-à-dire que le rebond de la A vers la B a été vu. Je vais vous montrer bien entendu l'arrêt sur image d'une vidéo qui date de mars, et par après, ici, on s'attend, comme vous le voyez, à un crash, malheureusement ou pas, encore une fois, ça dépend dans quel train vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le train de vouloir acheter des opportunités plus basses, ou est-ce que vous êtes déjà en mode j'ai acheté et je veux que ça monte? On va regarder ça en vidéo bien entendu, mais vite fait, bien entendu, comme je l'ai dit, l'arrêt sur image, on est ici le 20 mars de l'année 2020 et on voyait le rebond comme indiqué ici pour retourner dans la zone de revente, première zone de revente d'ailleurs pour les traders, attention encore une fois et toujours, les alentours des 9510 000 et seconde zone de vente, et d'ailleurs où est-ce qu'on en est maintenant, qui se retrouve aux 12 100, 12 400 $. Donc ici, rien de compliqué, c'est ce qu'on voit ici devant nos yeux, A, B, C, exactement ce qu'on a retrouvé comme zone de vente ici, les 123-127% de Fibonacci, on étant comme sur la vidéo montrée, un arrêt image, et les 123-127 zone de vente, grosse réaction baissière. Donc maintenant, on s'attend à compléter la B vers la C avec 5 vagues baissières comme indiqué sur le plan entre guillemets un peu plus complet, c'est-à-dire un peu plus complexe. On va analyser tout ça, mais vous le savez bien entendu, je dois faire une toute petite intro. Et voilà la toute petite intro faite, elle dure même pas 3 secondes, c'est assez amusant, mais c'est vraiment la petite signature pour montrer que c'est bel et bien ma vidéo, bien entendu. Alors premièrement, avant d'attaquer le vif du sujet, je vais essayer de faire court, mais merci aux personnes qui font des donations, c'est bête et c'est simple, mais en fait, quelqu'un qui est récompensé pour le temps partagé, l'enregistrement, bien entendu, le montage, le travail en amont, etc., le partage pédagogique, le partage de ses plans de trading et d'investissement, bref, tout cela, bien entendu, a une certaine valeur, et surtout le temps, je vous le dis, enregistrer, ça prend du temps, et les personnes qui veulent en fait récompenser tout ce temps partagé, bien entendu, vous pouvez le faire, et c'est ça qui me permet, c'est comme ça, mais d'être vraiment endurant sur le temps. Quelqu'un qui n'est pas récompensé, je vous le dis, il arrête, il fait ça au début, et puis après, il se dit, j'y retrouve rien, c'est bien gentil, je suis bénévole, mais il y a un moment, voilà, c'est bête, mais c'est comme ça, il arrête, c'est le système en tout cas économique dans lequel on vit. Donc merci à ces personnes qui font des donations, bien entendu, et d'ailleurs c'est vrai, j'oublie toujours, je dois le dire, mais les donations fonctionnent par palier, bien entendu, et déjà vers les premiers paliers de donation, je vous offre du coup, en fait, pour vous remercier en retour, toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, ce PDF, je l'ai écrit de manière concise, c'est-à-dire c'est une trentaine de pages. J'ai fait exprès que ça soit finalement simple, concis, pour que tout le monde puisse y avoir accès, et également que tout le monde puisse être autonome par après le plus rapidement possible avec le suivi de mes vidéos, et également simplement les règles d'Elliott. Ceci, bien entendu, parce que j'aurais pu faire semblant et faire, encore une fois, 12 volumes en 400 pages, parler, blablater et faire de la science, alors qu'il n'y en a pas besoin. On peut tout dire en quelques pages à peine, et du coup, voilà, vous aurez tout. Donc maintenant, c'est fini, tout ça, on part vraiment dans le vif du sujet. Je vais attaquer les choses dans l'ordre. Alors, je vais essayer de d'abord répondre, ou en tout cas réagir par rapport à ce fameux risk management, et également par rapport à ces fameuses personnes qui, malheureusement, parce qu'elles ont entendu telle ou telle chose, que ce soit sur ma chaîne, que ce soit sur la chaîne de quelqu'un d'autre, que ce soit sur TradingView, par rapport à une analyse d'une telle ou telle personne, que ce soit un ami, une connaissance, quelqu'un qui s'y connaît un peu en économie, etc., qui lui a parlé au café, qui lui a dit, maintenant, revends, rachète,
fais ci, fais ça, peu importe, d'accord? Peu importe d'où vient l'autre source, mais en tout cas, je parle de vraiment un avis différent du vôtre qui va vous faire changer finalement votre propre plan et clôturer un trade ou ouvrir un trade, mais sans que vous, de votre côté, vous ayez vraiment fait une analyse ou en tout cas, comment dire, que vous alliez sous-estimer votre également propre analyse, c'est-à-dire que jamais sous-estimer ses propres analyses. J'encourage à ne pas faire de copy trading, donc c'est vraiment très joli, bien entendu, on voit la A, la B qui va rechercher l'objectif des 123, 127, un retracement baissier, donc c'est-à-dire que c'est propre. Bien entendu, c'est très joli à voir, mais le copy trading, vraiment, je ne veux pas le voir. Et ce que j'encourage à faire, c'est les gens, du coup, essayez, en fait, c'est bête, mais c'est pas pour rien que du coup, j'envoie les règles d'Elliott contre une donation, à finalement pouvoir faire les choses par vous-même, pouvoir suivre et regarder également mes analyses, avoir un point de vue, mais uniquement un point de vue. Mais vous devez avoir vos propres analyses et vos propres convictions. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai lu? Pardon, pas parce que qu'est-ce que j'ai lu, mais qu'est-ce que j'ai lu dans les commentaires? C'est quelqu'un qui a dit, je l'ai dit en début de vidéo, mais voilà, j'ai ouvert mon short, c'est-à-dire, je mets des guillemets, je parle en son nom, j'avais ouvert mon short parce que j'avais vu la divergence, etc. Maintenant que j'ai vu ta vidéo où tu annonces potentiellement un 12 000 $ pour une dernière vague rebond, etc. J'ai clôturé ce short-là et maintenant, ce que je vois, c'est qu'en fait, ça baisse pas mal. Donc en fait, je vais quand même zoomer pour expliquer et vraiment montrer la situation. La personne, en gros, a ouvert un short, à mon avis, dans cette zone-ci, zone haute, vraiment dans la mèche, vraiment ici. D'accord, vraiment dans les zones de prix des 11 700, 11 600 à mon avis. Par après, il y a maintenant une petite correction, on le voit bel et bien, c'est descendu jusqu'aux alentours des 11 300 et quelques heures après, elle écrit tout simplement, ou le jour d'après, ça a pris quelques heures quand même pour descendre, en tout cas près de 24 heures pour descendre, elle écrit je regrette d'avoir clôturé ce short-là. C'est ça où je veux en venir. Jamais s'appuyer d'office sur quelqu'un d'autre, d'accord? Là, ça devient du copy trading, et c'est-à-dire qu'on se décharge également de ses propres responsabilités. Et le risque management, je ne le comprends pas non plus dans ce cas-là. Pourquoi? Je vais en parler du risque management du coup. C'est très simple. Le risque management, alors il y a différents plans, entre guillemets, de risque management. Il y en a plein, d'accord? Vous pouvez avoir celui qui vous correspond, peu importe. Mais le risque management le plus simple, alors je vais vous donner un des risques les plus simples. C'est vraiment la base de la base. Maintenant, comme dit, il y en a d'autres, mais plus spécifiques, plus compliqués, plus prise de tête, où il faut avoir vraiment Excel avec des choses comme ça. Enfin bref, des choses un peu plus complexes. Mais autrement, la chose la plus simple, n'oubliez pas, encore et toujours, il faut un capital d'investissement, et ce capital d'investissement est octroyé uniquement au capital d'investissement. D'accord? On ne joue pas en trading avec son capital d'investissement. C'est-à-dire que les investisseurs, vous ne jouez pas aux traders. D'accord? Vous ne vendez pas, achetez, vendez, vendez vos BTC. Votre investissement, vous n'y touchez pas. Ça, vous l'entendez bien. C'est-à-dire que maintenant, les traders qui ont déjà compris ça et qui ont du coup un capital trading. Donc imaginons, vous êtes investisseur et donc également trader. Vous avez peut-être 10 000 $, on va parler en dollars comme sur mes graphiques, c'est dollars, 10 000 $ d'investissement, et vous avez à côté, que sais-je, peu importe, c'est vous qui êtes libre bien entendu également, mais bon, on va dire 1 000 $ de trader. Donc en tout cas, capital trading, c'est peu, enfin en tout cas c'est peu, ou dis pas ça. Ça dépend des moyens de chacun. Désolé, j'ai un peu trop vite parlé, je n'ai pas du tout envie d'apporter de jugement, et comme dit, chacun ses moyens. Mais en tout cas, c'est-à-dire que clairement, vous allez peut-être avoir 1 000 $ de capital pour le trading. Dans ces 1 000 $, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va jouer du coup un peu au hasard? Ce trade-là, je vais mettre 100 $. Trade gagné, trade perdu, je ne sais pas, on s'en fout. Puis ensuite, le trade d'après, ça s'est bien passé, je me sens à l'aise, etc. Je vais mettre 200 $. Non, d'accord, ça ne se joue pas du tout comme ça. Vos 1 000 $, par exemple, qui est le capital trading, vous allez dans le risk management le plus simple, vous octroyer une perte possible. C'est-à-dire, vous allez vous dire, moi, j'accepte de perdre tout simplement par rapport à ce capital trading, X pourcentage sur chaque trade. Donc, imaginons, vous partez sur 1%. Vous acceptez 1% de trade. Ça peut être 2%, 3%. Ça, c'est encore une fois personnel. C'est à vous de voir vos cartouches, etc., comment vous vous sentez, etc. Mais on va partir sur 1%. 1%, c'est la base, encore une fois et toujours. C'est vraiment les choses les plus simples. C'est quand on débute, on fait petit à petit. On ne commence pas à être trop agressif. Et voilà, on fait les choses doucement, bien entendu. C'est-à-dire que vous partez sur 1%. On part avec le capital trading de base de 1000, comme expliqué. Je remarque que je ne bouge pas l'image, donc on a l'impression de regarder un podcast et pas du tout une vidéo. Mais peu importe. C'est-à-dire que vous commencez avec 1000, vous dites, voilà, je veux risquer 1%, c'est-à-dire je veux risquer maximum 1 $ sur mon trade. Attention, vous entendez bien, on parle de risk management. C'est-à-dire que quand je vais placer ici, on pense à quoi? Est-ce qu'on pense du coup aux bénéfices? Non, j'ai bel et bien dit qu'est-ce qu'on peut perdre.
D'accord? Donc, on ne pense pas à la position verte ici pour le moment. D'accord? Ça, on en parle après. Donc, du bénéfice et du ratio potentiel. Ça, on en parle après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ceci. La zone rouge. La zone qui va être perdante si jamais le cours, quand vous ouvrez votre trade, au lieu de chuter dans la magnifique zone qui se retrouve ici, il ne fait pas du tout ça. Il nous fait par exemple ça et puis boum. Et boum, on sort du trade parce que stop loss, etc. posé par rapport bien au sommet. Enfin, au sommet, par rapport ici à la ligne rouge qu'on ne peut pas fortement identifier, mais peu importe, un stop loss qui est indiqué. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous ouvrez un trade, c'est encore une fois, ça je vous rappelle, le risk management et non pas le bénéfice management. Donc le vert, on regarde ça après. Vous devez perdre et vous vous octroyez 1% de votre capital trading. Donc en l'occurrence 1000 $, ça fait 1 $ à perdre sur ce tout simplement trade-là. C'est-à-dire que quand vous allez prendre ici les pourcentages, d'accord, l'exposition des pourcentages, il faudra, par exemple, imaginons, voilà, on ouvre le trade maintenant. On ouvre le trade à 11 452 $, d'accord? On parie du coup sur un short, donc on parie sur une baisse du cours pour descendre. Maintenant, on va indiquer notre stop loss, par exemple, au dernier top fait parce qu'on se considère 5 vagues des signes, etc. Je vais en parler de ça après du décompte, ne vous inquiétez pas. Mais on considère tout simplement la 5 potentiellement finie à 11 741 $. Et donc, vous allez mettre dans ce contexte-là en vous disant, ben voilà, j'accepte un short avec une faible exposition, vraiment quelque chose d'assez serré. Donc, vous allez jouer du 2,55%. Comment faire pour perdre finalement que 1 $ par rapport à l'exposition ici? C'est assez simple. Vous allez devoir tout simplement mettre le capital dessus qui va correspondre par rapport à cette 2,55 à 1 $. Donc je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, je n'ai pas ma calculette, mais il faut que 2,55% représente 1 $ par rapport au capital que vous allez mettre dessus. D'accord? Donc c'est-à-dire, un exemple vite fait, je ne l'ai pas. C'est pas évident, désolé vraiment, mais en gros, il faudra que ces 2,55% ne représentent pas plus de 1 $. C'est un exemple, d'accord? Tout simplement. Et donc, c'est-à-dire que par après, une fois que ce risque est fait, vous dites, ben voilà, je vais par rapport à 1000 $ de capital totaux sur ce risque ne pouvoir risquer finalement que 1 $. À ce moment-là, on commence à regarder le ratio, d'accord? Et là, on se dit, ok, maintenant que j'ai mon risque et donc finalement comment dire, la somme acceptée perdante maximum, là je vais regarder mais du coup est-ce que c'est intéressant de le jouer, qu'est-ce que je joue, quel objectif je joue, d'accord, les TP etc, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, je regarde le ratio et des choses comme ça. Et après, si le trade se passe bien, on peut commencer entre guillemets à fantasmer et se dire bah, du coup c'est super, je gagne de l'argent, etc. Mais en attendant, il y a plein de travail à faire avant, c'est-à-dire que premièrement, on calcule quelle somme va être jouée pour pouvoir perdre 1 $ maximum, donc c'est-à-dire les 1% des 1000 de capital de trading. Mais ensuite, c'est pas fini. Il ne faut pas juste regarder le cours et tournoyer les pouces. D'accord? Entre guillemets, il ne faut pas glander. Ce qui se passe, c'est que votre stop loss également, je vais quand même expliquer toute la méthodologie de trading pratiquement, va être placé du coup en top à 1700 pour un exemple. D'accord? Le trade, imaginons, il ne se passe pas bien. Ben, là, c'est pas plus compliqué. Direct, imaginons qu'il n'y a que des bougies vertes. Boum, ça monte. Stop loss sorti, vous avez perdu votre dollar. D'accord? Vous avez perdu ce que vous avez accepté de votre capital initial 2000. Vous avez perdu, vous allez arriver à 9,999. Et le prochain trade, vous allez accepter de perdre non plus 1 $, un peu moins du coup, qui sera 1% de 9,999. Vous avez compris la logique. Hein. Maintenant, c'est vraiment des exemples. Si vous voulez faire 2, 3%, vous êtes libre, bien entendu. Mais c'est-à-dire que également, maintenant, imaginons le trade se passe plus ou moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de pumper directement et se faire sortir directement du marché, le trade en fait se passe comme suit. Je vais symboliser. Donc voilà, il y a des bougies, ça descend, super. On voit que ça se passe bien, on arrive dans les premiers TP, etc. de sécurité, ça sent bon. Est-ce qu'on laisse son trade comme ça, avec son stop, etc. là-bas en haut? Si on est très défensif, on ne le bouge pas en se disant j'ai un peu peur de se faire prendre son stop, etc. Je ne vais pas y aller trop vite. Par contre, si on est un peu plus agressif et qu'on se dit, ben moi, au contraire, j'ai envie d'y aller et tant pis si effectivement, eh bien, je vais potentiellement me faire prendre mon stop. Mais vous pouvez déjà également déplacer votre stop le plus proche possible de votre point d'entrée. Plus il y a de validation et plus je vous encourage à le faire en fait. Hein. Mais moins il y a de validation et au plus restez plutôt prudent avec votre stop pour ne pas se faire sortir trop vite du trade. Et de toute façon, ce risque est géré et vous savez combien vous allez perdre. D'accord? Or,
funding, bien entendu, c'est un peu des frais qui s'accumulent, etc. Hors cela, bien entendu. Mais autrement, plus il y a de bonnes nouvelles, entre guillemets, et plus vous allez descendre vos stop loss jusqu'à arriver à votre point d'entrée. D'accord? Votre point d'entrée, ici, en l'occurrence, 11 400, je ne sais plus, 11 448, peu importe. Et à ce moment-là, le risque qui est ici de 2,55 et donc la perte potentielle du dollar, hein, eh bien, elle est à zéro. Elle est à zéro. Vous n'avez plus que le funding. Encore une fois, à ce moment-là, on a les TP de sécu. Hein, je ne vais pas tout réexpliquer non plus. De toute façon, ceux qui regardent mes vidéos quotidiennement, ben, vous êtes au courant de comment on tient un trade. Mais c'est-à-dire, il y a les TP de sécu et puis après les TP majeurs 1, 2, 3, 4 et peut-être un peu plus si on a d'autres TP. Mais en tout cas, là maintenant, c'est simple. Donc ça, c'est le risk management le plus simple. Hein. C'est à chaque fois sur la perte acceptée, ne risquer que autant de pourcents déjà calculés à l'avance. C'est-à-dire que ce qui m'a un peu gêné quand j'ai lu le commentaire, pour revenir quand même à ça, la personne a dit j'ai clôturé mon trade pour telle ou telle raison, peu importe. Donc du coup j'attendais les 12 000 pour par exemple shorter. Attention, je ne les rejette pas les 12 000, on va en parler durant cette vidéo. Mais du coup j'attendais là-bas les 12 000 pour bien shorter à nouveau. Donc je suis sorti d'un trade qui était maintenant gagnant. D'accord? Donc ne jamais clôturer un trade qui est gagnant. Mais voilà. Limite, si vraiment tu perds foi en ton trade, descends ton stop. Et si tout se passe pas bien, ton stop se fait prendre et du coup tu auras vraiment une légère perte. Ou alors prends également un bon gros TP, donc un bon gros take profit partiel, descends ton stop et gère complètement ce risque-là pour l'annihiler. Mais autrement, on ne clôture jamais un trade qui est ouvert, d'accord? Parce que c'est bête, hein? C'est bien beau tout ce que je fais en vidéo. Là, on va pas se mentir, c'est bien beau tout ce que je fais en vidéo. Ouah, c'est beau, c'est sympa, il décompte, etc. Il trouve des zones de short, des zones parfois invalidées, des zones parfois validées, peu importe. Mais je ne lis pas l'avenir. Donc, c'est-à-dire que je peux me tromper. Et si vous partez du fait, en regardant mes vidéos, que d'office, je me trompe jamais, et je vous le dis, c'est pas du tout vrai, hein, je me trompe, et voire même dans les sous-décomptes, je me trompe assez régulièrement. Hein, il ne faut pas se le cacher. Un trader, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui lit l'avenir, c'est quelqu'un qui cherche, et quand il a la pattern qu'il voulait trouver, il ouvre son trade, d'accord? Autrement, voilà, d'accord? Donc c'est normal que je me trompe également. Donc si vous partez du principe que je me trompe jamais, il y a un gros couac, bien entendu. Donc faites confiance à votre trade et ne clôturez surtout pas un trade qui est ouvert si votre risque management est de toute manière bien géré. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, peu importe l'exposition, hein, peu importe l'exposition, mais ton stop, donc je vais remettre le short, hein, ton stop, peut-être que tu l'as mis en double top des 12 000, 12 500 hein, ici, hein, 12 400, 12 500. Donc ça, hop, c'est le bénéfice potentiel, ça c'est le ratio, peu importe. Mais du coup, tu perdrais, ça se dit pas. Mais dans les deux conditions, le risque est finalement le même. C'est-à-dire que tu veux perdre dans cette configuration simple de risk management, il y en a d'autres bien entendu, rappelez-vous, mais dans cette configuration simple, que tu aies une exposition de 9 ou que tu aies une exposition de plus que par exemple 2,63, il faut comprendre une chose, c'est que tu aurais perdu la même chose, d'accord? Donc là, bien entendu, je comprends, tu veux attendre tout le temps le plus haut pour pouvoir avoir chaque fois, par rapport à ce risque de pourcentage, à chaque fois un capital à mettre dessus plus important, bien entendu, je le comprends, mais n'empêche, à force de vouloir chercher, parfois on loupe le train, d'accord? Et par exemple ici peut-être qu'on a loupé le train, en tout cas pour celui qui malheureusement a clôturé son trade. Donc on va en parler maintenant d'ailleurs, avant d'ailleurs également, oui les investisseurs j'avais dit après. Donc on part directement dans les vagues. Ici pour le moment je vous le dis je tempo. Donc ici pour le moment pas de problème, on descend à 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, je vois plutôt une ending diagonale là-dessus, ok, d'accord? Invalidation de ce scénario baissier quand on cassera les 12 500, donc finalement le dernier top dessiné en date si on veut donner une date ici, du 17 août, c'est ça plus ou moins, d'accord? Donc ici, dès qu'on répétera le plus haut indiqué là, hein, donc bel et bien ici, hein, c'est le plus haut là actuellement, hein, sur notre petit BTC, l'invalidation, et on verra notre décompte et on réadaptera notre plan de trading. D'accord? Ça c'est sûr et certain. Malgré tout, pour le moment, il n'y a pas de ça, on reste bear, il n'y a rien il y a rien pour le moment qui invalide cela. Et on reste dans ses convictions et on n'est pas non plus des toupies parce qu'il y a des bougies vertes et que ça remonte. On repasse de nouveau boule et puis bear, ça c'est pas pour moi. Ça je laisse bien entendu aux autres. Mais ici clairement, ce qui se passe, donc on va passer en 4 heures ou peut-être même en horaire. Passer en horaire pour montrer ça, pour bien illustrer en fait l'intensité des vagues. Il faut comprendre une chose, c'est que là pour le moment dans le décompte que j'ai adopté, c'est celui-ci, d'accord? Donc c'est celui-ci. Attention, hier je vous montrais ceci, d'accord? Mais je vais expliquer pourquoi, en tout cas, si on attend encore une 5 potentielle plus haute, c'est pas possible. En dehors du décompte et des sous-vagues, on part encore et toujours sur les règles principales des Elliott Wave. C'est-à-dire que quand on a une
hein, ici, qui est bien caché. Je remarque, je vais lui mettre un degré un peu plus important ici comme suit. Et alors, je vais retirer certaines choses ici qu'on ne travaille pas actuellement. Ça, on ne le travaille pas là 2 non plus. Hop, je le mets en retrait. On a déjà moins de choses. Et la C non plus, on ne la travaille pas. D'accord? On a déjà beaucoup moins de choses à l'écran. C'est-à-dire qu'en fait, regardons juste une chose. Une des règles les plus simples en Elliott, c'est quand on a une qui est plutôt longue, donc ici, hein, une qui est plutôt longue, et qu'on a comme on le voit ici, une 3 qui est plus courte que la 1. Donc ici, chaque fois, vous voyez que le schéma temporel, la ligne pardon, de tendance, la ligne finalement temporelle, le petit indicateur que j'utilise ici de temps, entre guillemets, pour pouvoir bien le quantifier, clairement, il faut voir qu'il est plus petit. Hein. Donc la 1 est plus petite que la 3. Mais dans cette configuration-ci, il aurait fallu, et il faut en fait, c'est même pas il aurait fallu, mais il faut que la 5 soit plus courte. Donc quand je le remets en bas de la 4 ici, d'accord, et qu'on regarde par après ce qui est en train de se passer, pour le moment, eh bien, la 5 ne peut plus s'effectuer parce qu'elle est trop longue, d'accord. Donc ceci sort du contexte. Donc soit on part du principe que là-dedans il y a 3 vagues. Alors j'y arrive pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires, désolé j'ai oublié ton pseudo. C'est pas grave. C'est pas grave, tu m'excuseras sûrement. Mais CMA, regarde en horaire ou en quart d'heure, je sais plus, mais tu verras, il y a 3 vagues, des choses comme ça. J'ai un peu du mal à voir 3 vagues. J'en vois plutôt 5. Maintenant, après, chacun son travail finalement. Et c'est pas grave, hein, comme dit, chacun son point de vue, chacun finalement son analyse, etc. Maintenant, n'empêche, imaginons que ce soit bel et bien cela. Alors ça veut dire que maintenant c'est le crash, d'accord? Ça veut dire que maintenant c'est la bonne opportunité de short et que la bonne opportunité de short était à 11 737. Malgré tout, je préfère maintenant temporiser, prendre le temps. Si vous ouvrez votre short, risque management, bien entendu, avec le risque minimum, etc., comme expliqué, et vous y allez, d'accord? Au contraire, si vous voulez attendre pour pouvoir mettre plus de capital et donc c'est-à-dire être plus agressif en termes de ratio et c'est-à-dire également en termes de rentabilité bénéfice, vous pouvez également attendre et espérer un rebond plus haut. Maintenant, encore une fois, c'est une question de point de vue. C'est une question de gourmandise également potentielle. D'accord? Donc, ne soyez jamais trop gourmand. Si vous avez ouvert un trade, gardez-le. Gérez bien le risque et c'est tout. Maintenant, actuellement, c'est-à-dire que si jamais on est dans ce décompte-là, et je vous le dis, je temporise. Je préfère temporiser. Là, maintenant, clairement, pour moi, il n'y a pas grand-chose de réellement net. C'est-à-dire que là, si on est déjà baissier maintenant, hein, et qu'en fait, on est, et je vais le montrer, et qu'on est en fait, donc ici, sommet de C, mais qu'on est bel et bien là-dedans, et qu'on valide notre 2 là, d'accord, qu'on valide notre 2 ainsi, et que maintenant, c'est boum, badaboum, vers le bas, hein, et qu'on descend, donc je vais quand même dézoomer un peu pour qu'on puisse voir les vagues. Super, j'ai cru que mon internet avait planté, mais presque, parce que vous avez vu la vitesse d'affichage qui était super lente. Mais c'est-à-dire que ici, on serait peut-être déjà là-dedans. Dans cette configuration-ci, le premier tout petit sous-décompte qui se retrouve là, hein, c'est vraiment tout petit, hein, bien entendu, d'accord. Pour le moment, et non, là je suis en 4 heures, je vais regarder vite fait le RSI, tic tic tic, il ne fait que baisser. Alors je vais vite passer en horaire, et également, hop, comme suit, voilà. Alors qu'en horaire, en fait, il monte. Hein, vous voyez, on fait en horaire des plus bas. D'accord, vous le voyez ou pas? Oui, hein, vous le voyez. Ici, j'essaie de bien zoomer en fait. Quand je dis vous voyez ou pas, je temporise hein, pour qu'il n'y ait pas de blanc pendant la vidéo, etc. C'est 3 ans d'expérience, etc. Peu importe. Mais ici, clairement, en fait, la chose, c'est que pour le moment, on fait sur le RSI des plus hauts en horaire, alors que sur le cours, on fait des plus bas. Donc pour moi, là, cette séquence-ci, si on est maintenant baissier, n'est pas une impulsive baissière ou des choses comme ça, d'accord? La séquence que vous voyez ici en bleu, d'accord? Mais une phase de correction, c'est-à-dire une phase de correction de la vague baissière. Donc je vais plutôt introduire ceci, d'accord? Comme suit. Alors, je ne valide pas encore toutes ces vagues-là, hein, je temporise, je travaille la chose, etc. Maintenant, ceux qui veulent rentrer en trade, il n'y a pas de problème. Comme expliqué, je vous l'ai dit, risque management, faites attention à combien vous acceptez de perdre sur tel ou tel trade, etc. etc. D'accord? Ça, c'est encore une fois personnel, donc je ne peux pas non plus trop vous prendre par la main et le faire à votre place. Ça, c'est vraiment à vous de le travailler. Mais c'est-à-dire que pour le moment, je décompte plutôt ça. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Si on a bel et bien trouvé le top là. Je vous dis temporisation à fond, à fond, à fond actuellement. Et je verrai ceci est bien dans une A, une B et une C, comme vous le voyez ici, où on écrase tout, comme vous l'avez vu, avec une étendue, et bien voire même, et bien simplement une flat en continu. C'est-à-dire qu'en fait, on dépasse les objectifs des 123
Et on va chercher les 161,8, voire même parfois les 200. Alors ici, je vous le dis déjà, je vous le spoil, on était chercher, sauf erreur de ma part encore une fois, mais que ma mémoire ne me joue pas des tours, mais on était chercher les 200, c'est très bas bien entendu. Maintenant, ça existe ce genre de figure, et surtout quand moi je vois le RSI qui en fait continue à monter. Donc je le garde comme suit, et c'est-à-dire que si on est bel et bien dans cette configuration-là, et que vous dites, moi je veux shorter, imaginons la personne qui a écrit hier, c'était ça, hein, hier, son petit message, et qui regrette son short. Bon, ben, comme tu veux, hein, bien entendu, c'est pas un problème, hein, tu apprendras de tes erreurs, etc. Mais si vraiment tu as envie de réouvrir un short, tu peux le faire maintenant ou un peu plus tard. Mais ce que moi je vois, c'est ceci. D'accord? Une A, ici, le bas d'une B. Et on peut aller rechercher les différents objectifs. Donc ici, premièrement, rebond. Et on peut aller rechercher l'objectif des 100, 123 et 161,8. Donc on peut maintenant actuellement aller retrouver à nouveau les 11 516 $. Ce sont, pour ceux qui sont en langue, toutes des zones de take profit partiel, hein. C'est-à-dire que ceux qui parient maintenant sur un petit trade en horaire à la hausse, d'accord, tout simplement, vous mettez des zones de take profit partiel, qui sont des zones de vente, parce que vous passez à l'achat là ou un peu plus bas, je ne sais pas où vous avez ouvert votre trade, mais chaque zone dont, en tout cas, dont je parle ici, sont en rouge parce que ce sont des take profits partiels de revente de sa zone d'achat, pour ceux qui auraient fait un petit trade là. Malgré tout également, chaque zone que je vais indiquer ici en rouge, donc 100, 123 et pour terminer les 161,8, sont également, il faut le comprendre, des zones d'ouverture de short potentiel. Donc à vous de voir, et surtout à toi qui écris le commentaire, à toi de voir où est-ce que tu aimerais l'ouvrir si maintenant tu es bear. Mais encore une fois, est-ce que tu as fait une analyse réelle de ton côté? Je pense bien, hein, parce que tu avais dit, j'avais vu la divergence, etc. Donc tu as quand même fait une analyse. Mais c'est-à-dire que si jamais, par exemple, tu veux ouvrir un trade, ça doit être toi qui a travaillé la chose. Là, on me voit en vidéo faire des démonstrations, etc. Et je ne mens pas non plus en disant, et je l'ai écrit, je crois, dans mon disclaimer, dans la page sur accueil de YouTube, il y a une zone où on peut écrire. Pas en dessous de la vidéo, hein. Je parle vraiment dans la chaîne en elle-même. Il y a une zone où on peut écrire, je crois que c'est la dernière page de la chaîne, où j'explique que c'est pas du copy trading et que c'est surtout à destination pédagogique. C'est-à-dire que je vous montre comment construire des vagues, etc. Et par après, j'espère que vous allez vous envoler et faire des choses par vous-même. Donc là maintenant, 3 zones de revente, 3 zones de short à faire. Et à partir de ce moment-là, tu pourras placer ton stop loss, par exemple, à 11 700 $, par exemple, et te dire, ben voilà, je prends cette exposition-là, je shorte par rapport ici aux 11 500, si tu as envie de shorter les 11 500, et donc par après, ben, tu vois. D'accord? Donc voilà, ça il faut le comprendre. Et également, le rebond qu'il y a eu actuellement est assez faible de 2, donc on pourrait partir même sur une extension de C, hein, c'est vraiment pas exclure. C'est pour ça que le stop, on le mettra à ce moment-là en top des 11 740, 11 750. C'est-à-dire qu'en fait, le rebond qu'il y a eu maintenant est vraiment tout petit, à cause du fait qu'on ait fait cette flat en continu. Et donc maintenant, on a fait comme on le voit ici, une 2, hein, c'est ça, qui pour le moment n'a été dans sa profondeur de figure, même pas chercher les 50. Donc, à voir ce qui va se passer. N'empêche, normalement, on doit tabler sur les 3 objectifs majeurs, sans jamais rejeter également une extension C possible. C'est pour ça que le stop loss, on le place en double top et non pas trop bas. D'accord? Sinon, on va peut-être se faire sortir du marché de manière malheureusement trop rapide, sans pour autant invalider une 2. Il faut savoir qu'une 2 peut retracer complètement son mouvement précédent. C'est-à-dire qu'on a la une et ça pourrait retracer complètement son mouvement précédent. C'est-à-dire également, et ça je vais juste le symboliser en fait sur le plan. Voilà, j'espère que ça va assez rapidement. Ici en rose, par exemple, et même on en a plusieurs, ici en bleu, ça c'est l'hypercycle, je vais montrer ce cycle-ci du coup. Et d'ailleurs, les time frames, enfin les degrés que j'ai utilisés, faites pas attention. J'utilise souvent ça pour faire finalement les choses visibles. Et pas respecter l'écriture à 100%, bien entendu, des degrés. Mais ici, par exemple, on voit bel et bien une vague 1 en bleu. Et qu'est-ce qui se passe là 2? Elle corrige beaucoup plus que les 50, 61,8 qui sont, vous le savez très bien, la zone statistique la plus rencontrée. On voit bien, bel et bien, une 2 qui corrige. Je vais prendre mon petit Fibo. Qui corrige. J'essaie d'aller au niveau du 0. Qui corrige près de 85,4% du mouvement. Donc c'est vraiment très bas, donc vraiment par rapport à la référence 0, hein, pas par rapport au dernier plus bas. Donc ici vraiment c'est très bas, d'accord? La même chose ici, on a une autre sous 2. Alors je vais essayer de donc, retirer l'ancienne 2, d'accord? Voilà. Ici qui sont en rose, d'accord? Et actuellement, le plus bas de cette 2-là a été chercher les 4000, 3900 selon les échanges, et c'est également un Fibonacci qui va chercher
voyez, assez bas, le bas il est là, hein, qui va chercher ici les 90. Donc vous voyez, la 2 et les deux peuvent corriger tout le mouvement pratiquement précédent. C'est pour ça que je vous mets entre guillemets en garde pour votre stop loss. Et quand je parle de stop loss ici, en fait ce que j'exprime, c'est bel et bien la 2 ici, sauf que là ça se dessine dans une tendance baissière. La 2, attention, elle peut monter très haut, d'accord? Donc de façon à temporiser, à regarder ça. Les zones de short et donc les zones de TP principales sont les 11 438. La deuxième ici, 11 469 et également ici les 11 515. Dans cette configuration-ci, malgré tout, et dans cette configuration-ci, je parle dans le cas où on aurait trouvé ce top-là. Malgré tout, je vous le dis, là je tempo parce que j'ai du mal. Et alors bon, je veux bien croire les abonnés qui me disent qu'ils ont trouvé 3 vagues, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, moi personnellement, j'ai du mal à trouver 3 vagues là. Donc est-ce que ce ne serait pas un décompte un peu plus complexe? Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous le dis, je tempo, je prends le temps de voir, etc. De toute façon, moi, j'ai vraiment pas, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai vraiment pas, cette envie d'appuyer sur la gâchette tout de suite à chaque fois. Vraiment, moi, je temporise et jusqu'à ce que je me dise, moi-même, j'ai ma conviction. Ok, là, j'ai mon analyse qui tient à 100%, là, je le sens à fond et là, j'ouvre le short. Si vraiment je veux faire les choses sans toute cette confirmation-là, je vais appeler ça du FOMO personnellement, c'est-à-dire la peur de rater finalement le train de trading dans cette occurrence-ci, pas d'investissement. Mais clairement non, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment la gâchette rapide, la gâchette facile, et donc pour moi que j'ai un trade ou pas, c'est pas grave, j'en aurai d'autres, que ça soit aujourd'hui ou peut-être que ça sera demain ou dans une semaine ou dans 2 mois, c'est vraiment pas grave. Vraiment, moi je le fais pour finalement du hobby. Entre guillemets, parce que j'aime bien faire tout cela, mais je ne le fais pas pour gagner ma vie. Il faut savoir que j'ai un travail à côté, etc. Et voilà, en fait, c'est plutôt du trading, mais pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir bien entendu gagner des sous, mais pas pour gagner ma vie. J'ai mon assurance vie qui est mon travail. Le trading, c'est autre chose. C'est comme si vous allez faire du golf ou alors faire du football ou des choses comme ça. Je gagne des sous avec, mais c'est pas sur ça que je compte pour vivre. D'accord? Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, que j'ai ce trade ou que je n'ai pas ce trade maintenant, que j'ai un trade plus tard sur un autre dessin un peu plus simple, etc., sur une autre configuration plus propre, il n'y a pas le moindre souci là-dessus. D'accord? Donc là, maintenant, je pense avoir tout dit. Non, faux. Les investisseurs, alors vous, si vous êtes resté jusqu'à la fin, vu la complexité de ce dont on a parlé et dans tous les sens où j'ai été, chapeau. Mais n'empêche, on va quand même en parler, donc je vais passer en délit. Les investisseurs, vous, en fait, c'est extrêmement simple. Alors, premièrement, j'ai des investisseurs qui me disent j'achète quand et je vends quand. Première question, c'est je vends quand. En tout cas, tu vends tout simplement quand tu as ton retour sur investissement qui est atteint, dire que tu te dis, voilà, j'ai acheté par exemple du BTC à que sais-je, je vais donner un chiffre au hasard, 8000 $, je veux revendre du BTC quand j'ai fait un x2. C'est-à-dire que le jour où on sera à 16 000, tu vas vendre. Ça, c'est un objectif de retour sur investissement avec un multiplicateur, d'accord? Maintenant, tu n'as pas forcément cet objectif-là et tu peux également te dire, je vais revendre mes BTC, mais en fait, parce que je crois en la technologie, des choses comme ça, je vais revendre mes BTC dans 20 ans, 25 ans, 30 ans ou 50 ans et je vais les transmettre à mes petits-enfants, que sais-je, d'accord? Là, c'est une autre approche, et c'est-à-dire que tes BTC, tu ne vas pas les vendre avant un délai de temps. Mais ça, c'est personnel, d'accord? Maintenant, voilà, savoir quand les vendre, vous n'êtes pas trader, vous n'allez pas jouer du vente-achat rapidement. Non, vous allez vraiment soit attendre un objectif voulu, soit tu as bien un terme de temps qui est assez long, normalement pour l'investissement. D'accord? Donc ça, c'est simple. Malgré tout, quand acheter? Alors là, la question, elle est également souvent posée. Je vais aller rapidement pour les deux premières stratégies. Et la troisième, je vais un peu m'attarder dessus, parce que c'est celle qui demande le plus de travail sur le graphique. Les deux premières, très simples. Soit vous prenez cette discipline d'acheter du BTC un tout petit peu tous les mois, un tout petit peu toutes les 2 semaines, un tout petit peu tous les 3 mois. Ça, c'est vous qui voyez l'intervalle de temps. Mais vous dites, voilà, je vais injecter un peu de mon capital, finalement, un peu comme, comment ça s'appelle à l'hôpital quand on a une perfusion, d'accord? Donc à la goutte, c'est-à-dire petit à petit, vous mettez bien du capital, et c'est-à-dire vous injectez un peu de votre capital dans le marché parce que vous ne lisez pas l'avenir, parce que vous dites en faisant de cette manière-là, j'aurai un prix moyen correct sur le BTC, parce qu'on ne va pas se le cacher, le BTC jusqu'à preuve du contraire, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte. On voit, en tout cas nous sur cette chaîne-ci, on voit la baisse. Donc
Vraiment, c'est un peu, on le voit, hein, d'accord? Donc, en faisant un achat ponctuel, c'est-à-dire avec un intervalle de temps calculé, d'accord? Et bien à ce moment-là, eh bien, vous aurez une moyenne de prix qui sera plus ou moins au milieu du réel prix donné, d'accord? En tout cas, dessiné par le cours, d'accord? Maintenant, si le cours voulait, eh bien, finalement, traîner au fond, eh bien, vous aurez un prix qui se rapproche le plus possible du fond, d'accord? Si au contraire, le cours continue à faire des espèces de fluctuations super importantes, comme suit, entre les 3000 et entre les 12-15 000, bah à ce moment-là, vous aurez un prix moyen d'achat qui sera plutôt aux alentours des 8000, d'accord, pour vraiment donner des exemples. Donc maintenant, ça, c'est la première façon d'acheter du BTC temporel, entre guillemets, palier temporel. Maintenant, il y a également toujours des paliers, hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas de palier d'achat, c'est que vous n'avez pas de stratégie d'achat. Vous achetez un moment à 100% et puis voilà, casino, soit vous avez acheté au bon moment, soit vous n'avez pas acheté au bon moment. Vous n'aurez pas de prix moyen et vous ne serez pas, voilà, entre guillemets, c'est pas la meilleure des façons de faire. Maintenant, à chacun fait ce qu'il veut. Malgré tout, la deuxième façon également, c'est d'acheter sur confirmation bullish, c'est-à-dire sur confirmation haussière. À vous de voir les indicateurs que vous voulez utiliser. Soit vous utilisez des indicateurs, je vais aller sur un graphique vide. J'espère qu'il est vide, voilà, des indicateurs de résistance, de support, de résistance qu'elle soit oblique, de résistance qu'elle soit horizontale, peu importe. Et à chaque cassure de ces résistances-là, eh bien pour vous, c'est un signal boule. Et donc vous achetez un tout petit peu. Malheureusement, hein, on le voit, c'est pas, voilà, hein, vous auriez pu acheter, je sais pas où, peu importe. Par exemple, la cassure ici, on va en dessiner quelques-unes des résistances. Ici, on va en dessiner celle-ci, plutôt vrai. Oh, ouais, même là, c'est difficile. Voilà. Vous auriez acheté un peu de ces résistances-ci. Vous auriez dessiné une autre résistance. Ici, par exemple. Hein. D'accord, vous auriez acheté un peu ici, etc. Bref, toutes les résistances que vous auriez pu et bien indiquer, petit à petit, vous auriez rentré dans le marché. Et puis après, boum, dedans, bien entendu, c'est pas grave. Mais en tout cas, également, vous achetez par palier. D'accord? C'est-à-dire que là, maintenant, si on casse ce niveau de prix, hein, je vais l'entourer, cette résistance-ci, vous allez de nouveau rentrer un peu dans le marché, etc. etc. Mais des paliers, hein, je préconise encore une fois un minimum de 10 paliers, peut-être plus si vous avez envie bien entendu. Ça permet de lisser ces points d'achat. Mais là, c'est des résistances. Vous pouvez également utiliser tout ce qui est moyenne mobile, tout ce qui est également les desk cross et des choses comme ça, tout ce qui est oscillateur, hein, si vous voyez également des oscillateurs ou alors des nuages, hein, donc Ishimoku. Enfin, vous faites ce que vous voulez en fait pour pouvoir bien indiquer des signaux boules. Chacun son analyse. Moi je fais de l'Elliott. Maintenant si vous faites de l'analyse avec autre chose, il n'y a pas le moindre souci. Mais ça c'est une deuxième façon d'investir par palier, mais par confirmation bullish. D'accord. Maintenant l'autre façon et celle qui demande le plus de travail en Elliott, c'est-à-dire également le plus de travail entre guillemets sur le graphique, c'est de pouvoir identifier les figures dans lesquelles on se trouve et par après remettre des paliers d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, nous ce qu'on va attendre, c'est bien simple, c'est tout simplement ne pas acheter dans cette troisième stratégie, ne pas acheter les bougies vertes. Donc ne jamais acheter quand ça monte. C'est bizarre, mais voilà, en fait, les moutons achètent quand ça monte. Les moutons, en fait, allez, c'est pas pour être méchant, hein, mais la plupart des gens, c'est psychologie de parce que le cours monte, je dois acheter. Parce que le cours descend, je dois vendre. Il faut penser différemment. Parce que le cours monte, je n'achète pas. Parce que le cours descend, je commence à acheter. D'accord? Ça, c'est important. C'est-à-dire que là, maintenant, cette logique peut se traduire comme suit. On n'achète pas ça. Non. Hein, on jette à la poubelle. Mais par contre, quand on descend comme suit, on commence à acheter par palier baissier. D'accord? Et là, après, quand chaque fois il y a des rebonds, eh bien, votre prix moyen d'achat sera plutôt vers le plus bas à chaque fois, étant donné qu'on suit la baisse. D'accord? Donc 10 paliers également. Hein. Toujours 10 paliers, hein, minimum. C'est-à-dire que là également, on est dans cette configuration-ci. Nous, en tout cas, ceux qui sont entre guillemets nouveaux sur le marché et qui n'ont pas du tout encore investi et qui, par exemple, voient le marché et qui identifient, comme moi ici en l'occurrence, une ABC en flat. D'accord? La ABC en flat. À ce moment-là, on va prendre tout simplement notre Fibo. C'est pour ça que c'est le travail, entre guillemets, d'investissement par rapport à son analyse la plus complexe parce qu'il faut utiliser les Fibo, etc. etc. Mais c'est-à-dire que l'investisseur va mettre ses premiers paliers d'achat majeurs. D'accord, les paliers d'achat majeurs, il y en a 4 dans cette configuration-ci. Ce sont les 61,8. Donc, comme c'est de l'achat pour l'investissement, on met des rectangles verts, d'accord. Ensuite, on a les 100, je vais dire les dollars après. Hein. Ensuite, on a bien entendu les 123, 127 ici, et également les 161,8 qui sont très bas, hein, je sais, mais ce sont les 1700, les 1600, 1700, c'est ça, enfin les 1700 et quelques dollars. Hein, on arrondit à 1700. Donc ici, c'est assez bas, mais il y a tout de même un palier à tenir en compte là-bas en bas. Rappelez-vous, si vous ne croyez pas en ce palier-là,
vous devez quand même le prendre en compte de votre plan d'investissement, même si vous n'y croyez pas. C'est-à-dire que vous avez peut-être octroyé pour là-bas en bas plus que 3% de votre capital à investir, plus que 5%, ou peut-être même moins. C'est vraiment à vous de le voir, mais vous devez garder du capital pour là-bas en bas. C'est très très important. Maintenant, on a 4 paliers majeurs qui sont, en l'occurrence, eh bien, les 8373. Donc quand on arrive dans ce prix, c'est un palier majeur pour achat. On a les 100% qui sont également les 5821. On a également le double bottom finalement par rapport à ce qui s'est passé ici plus précisément en mars d'année 2020, c'est-à-dire ici les 4200, un peu plus bas peut-être, 123, on est à 4300 et ici un peu, les 127, on est à 4019. Enfin, le bottom, également un palier important d'achat. Maintenant, ici, ce qu'on voit, c'est 4 paliers majeurs. Donc, vous pouvez acheter, entre guillemets, de manière importante sur ces paliers-là. Mais il y a également des paliers plus mineurs. Mais il faut les prendre en compte. C'est-à-dire que dans ces paliers-là, normalement, on achète, ça dépend encore une fois, chacun sa stratégie, on achète de manière moins affirmée. C'est-à-dire qu'on va également mettre des petits paliers. Donc, je vais quand même commencer à partir de 38,2, je vais regarder parce que comme il en faut 10, je vais regarder ça. 38,2, 50, 61,8 a été mis, 67,4, ah, pardon, 85,4, bien entendu. Il est 113, à chaque fois je fais une mauvaise manipulation. Les 113, 123 et 161,8, parfait, d'accord. Et d'ailleurs ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et il en manque un. On va prendre du coup les 23 Fibo ici, hein, les 23,6 qui sont très faibles, hein, bien entendu, qui sont 10 008. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait identifié la ABC et se dit je vais acheter maintenant les retracements baissiers, aurait déjà un tout petit peu acheté du BTC ici aux alentours des 10 940, se dire bah, acheter peut-être 3%, 5%, d'accord. Aurait maintenant également acheté un tout petit peu de BTC aux 9 933 $, c'est-à-dire encore une fois quelque chose de comme par exemple 5%, hein, 10%, mais vraiment dans les grands maximums. Ensuite on arrive aux 50, rebelote, on n'y est pas encore, mais on réachète de nouveau 5%, 10% pour en tout cas les paliers plus gros mineurs. Ensuite, on arrive au 61, à vous de voir, mais vous pouvez carrément monter à 15%, d'accord, ou plus, hein, encore une fois, bien entendu. Maintenant, chaque fois qu'on atteindra un palier mineur, ce sera un palier faible d'achat, entre guillemets. Quand on tapera les 100, les 123, on achètera de manière plus forte, et les 161,8 également. Maintenant, comme dit, vous pouvez bien entendu adapter les paliers. Si vous avez par exemple de votre côté une analyse qui vous dit, le BTC pour moi va aller à, que sais-je, le résultat vous dit, on va à 6000, voilà, on va dire 6000, donc je vais mettre ici un petit rond, 6000, d'accord, je vais mettre en jaune, d'accord, 6000, c'est-à-dire que vous allez essayer de garder, dans ce contexte-là, le plus gros, en tout cas, la zone la plus grosse, et donc c'est-à-dire le palier majeur primordial pour vous, au 6000, c'est-à-dire aux alentours des 100 ici, d'accord, donc vous allez vraiment, eh bien, acheter avec peut-être 25% de votre capital là, et tous les autres 75% qui restent, eh bien, aura été partagé parmi les autres. Mais du coup, il faut comprendre que vous pouvez, bien entendu, modifier également. Si vous vous dites, mais moi, je crois fortement à un crash fort, c'est-à-dire que vous vous dites, en fait, je vais privilégier toute cette zone-là pour achat, et cette zone-ci, bah, je la privilégie pas trop. C'est-à-dire que vous allez acheter petit, et quand on arrive ici, là, au contraire, il vous restera peut-être 60% de votre capital à investir. Et donc, vous allez racheter plus fortement vers le bas. Si au contraire, vous vous dites, ben non, moi, en fait, je vois une correction plutôt faible, comprenez, hein, l'investissement, c'est également quelque chose que l'on peut modifier personnellement. Et donc, je prévois plutôt un crash dans cette zone-là, rebond, et faiblement ici. À ce moment-là, eh bien, vous achetez fortement dans ces zones-là, et moins fortement dans cette zone-là. D'accord? Vous aurez peut-être acheté du coup 60% de votre capital d'investissement ici et gardé que 40 au cas où on allait là-bas en bas. D'accord? Mais non, bien entendu, il y a des gens qui vont dire, mais du coup, imaginons, on ne va pas là-bas en bas, j'ai réinvesti que, bah oui, que 60% du coup. Comment ça se passe? Dans ces stratégies-là, quand c'est vert, on n'achète pas. Hein, on n'oublie pas ça. Quand c'est vert, on n'achète pas. On laisse faire la hausse et on attendra les prochaines bougies rouges. D'accord? Mais maintenant, c'est un style d'investissement. Chacun doit choisir son style d'investissement qui lui convient, bien entendu. Maintenant, par rapport à cela, je pense vraiment avoir tout dit. J'ai abordé, entre guillemets, le risque management simple par rapport à un pourcentage que l'on attend sur son capital global de trading, qui est une perte par trade de 1%, 2%, 3%. Et par rapport à cela, on calcule son risque. D'accord? Donc, on calcule où on met son stop loss. On voit combien de pourcentage est ce stop loss. Et ce stop loss doit valoir 1% du capital total, pas plus. D'accord? Maintenant, ça a été vu. En fait, là, maintenant, comme d'hab, j'essaie de parler pour un peu meubler, surtout pour voir si j'ai tout dit. On a vu ça. On a vu le décompte que je temporise à fond.
On a vu les investissements différents. On a tout vu, je pense. Vidéo nocturne. Bah voilà, j'avais envie d'enregistrer cette nuit-ci. Bah, je l'ai fait. Sur ce, je vous dis à tous, bah, du coup, bonne nuit ou bonne matinée si vous voyez la vidéo le matin, ou bonne journée si vous la voyez en journée, peu importe. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis, bah, du coup, à demain et ciao.